C'est ici que notre histoire commence, dans les monts du Cantal. Vestige du plus grand stratovolcan d'Europe, le massif cantalien regorge de vallées et de sommets. Ce relief est un milieu propice à la vie d'un chamois. Il y a plus de 10 000 ans, le chamois disparaît totalement du massif central. Alors, de 1978 à 1979, la Fédération de chasse départementale du Cantal lâche entre 60 et 80 individus dans le but de réintroduire l'animal dans le département. En 1988, 3 chamois sont observés pour la première fois à des dizaines de kilomètres au nord sur le massif du Sancy, dans le Puy-de-Dôme. Ces individus sont reconnaissables grâce à un collier visuel, ce qui permet donc d'affirmer qu'ils viennent du Cantal. C'est le début de la colonisation du département par l'espèce, qui, depuis lors, a connu une forte augmentation de sa population. Mais peut-on qualifier cette arrivée du chamois dans la région de réintroduction ? C'est à Clermont-Ferrand, au cœur du jardin Lecoq, que le zoologue Charles Lemarchand va nous éclairer sur la question. Alors, réintroduction ou pas ? Alors c'est plutôt une introduction, parce que le chamois était présent historiquement après les périodes glaciaires, plutôt sur les marges sud du Massif central. On le trouvait aussi dans les Alpes, en Provence, dans le Jura, jusque dans les Pyrénées. Mais sur le nord du Massif central, et particulièrement sur le territoire de l'Auvergne, c'est plutôt une introduction dans la mesure où on a retrouvé très peu ou quasiment pas de restes archéozoologiques du chamois. Alors, ce n'est pas une espèce qui a énormément de prédateurs sur le territoire. Dans ces prédateurs, on peut citer l'aigle royal ou le loup, qui sont des espèces qui sont présentes dans le Massif central, mais qui sont relativement rares. Donc, il n'y a pas une très grosse pression de prédation sur le chamois. Donc, ce qui explique qu'on a une bonne dynamique, c'est que le chamois va trouver à la fois de la nourriture et des abris, notamment en saison hivernale. Donc, ça permet aux jeunes de bien survivre et donc à la population d'augmenter. Après, on n'est pas sur une augmentation énorme non plus des populations et on peut s'attendre dans les années à venir que le chamois continue à étendre son aire de répartition un peu dans toutes les directions. Pour la dispersion du chamois en Auvergne, c'est une dynamique qui est assez remarquable. En fait, l'espèce est capable de se disperser, mais dans le contexte du territoire auvergnat, en fait, il y a eu une introduction dans les monts du Cantal, dans le département du Cantal, et ensuite une dispersion de cette espèce vers le nord, vers l'ouest, vers l'est, sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc c'est vraiment une dynamique assez remarquable à suivre dans le temps et dans l'espace. Effectivement, cette dispersion est remarquable. Les chamois se dispersent et on le voit. L'un d'eux a même été aperçu plusieurs fois près de Bourges, comme le titrait ce journal local en 2018, soit à près de 200 km à vol d'oiseau de leur principale zone de vie en Auvergne. Mais alors, que font des chamois aussi loin de là où on a l'habitude de les voir ? Pourquoi se dispersent-ils et par où passent-ils ? Pour par exemple coloniser ce volcan à cœur ouvert, creusé par la main de l'homme. Pour répondre à ces questions, nous nous rendons sur le massif du Sancy, où la Fédération de chasse du Puy-de-Dôme mène une étude sur cette dispersion. Théo Laffaire, en charge de ce dossier, nous explique les différents objectifs de cette étude. Depuis plusieurs années, on a observé en fait que les chamois commençaient à s'écarter du massif et à coloniser des endroits où ils n'étaient pas du tout présents. Donc l'objectif de l'étude, c'est en fait de voir par où ils passent pour observer ces colonisations et à terme connaître les corridors écologiques qu'ils empruntent. Et après, il y a tout ce qui va être l'objectif aussi génétique, où là, c'est connaître la diversité génétique entre le massif du Sancy, les monts du Cantal et les petites populations annexes qu'il y a à droite, à gauche sur les départements, donc Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme. Donc, le chamois, c'est une espèce qui s'adapte très bien à des nouveaux milieux. Donc c'est, on va dire, une espèce erratique qui arrive quand même à se disperser. Il lui faut juste en fait un petit milieu rocailleux avec des falaises
Et puis il peut s'installer, donc que ce soit sur des vallées, sur des carrières même. Et après c'est une espèce aussi voilà, qui est quand même montagnarde et qu'on retrouve principalement comme sur les monts du Cantal ou encore sur le massif du Sancy. Mais alors, pourquoi sommes-nous ici ce soir d'été à observer les chamois à distance? Aujourd'hui on est présent sur la commune du Mont d'Or où on réalise des captures de chamois pour donc les équiper de colliers GPS et de colliers de marquage visuel. Donc là un peu plus haut sur la montagne, en fait on a installé un piège au filet tombant. Donc c'est un piège avec plusieurs piquets qui maintiennent un câble auquel est rattaché un filet. Au milieu on appâte avec du sel. Les chamois qui sont friands de sel viennent à l'intérieur et nous on n'a plus qu'à tirer sur un câble qui fait tomber le filet et les ferme dans un enclos. Et c'est comme ça qu'on procède pour capturer. Donc aujourd'hui on va essayer d'en attraper. On a vu qu'il y avait plusieurs chamois autour du piège. Donc on va croiser les doigts et espérer qu'ils rentrent dans le filet. C'est vrai que bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut considérer ça limite comme un métier, mais pour moi c'est une passion. Et être présent dans la montagne une bonne partie de l'année, observer les animaux et les étudier, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et là, on va dire que c'est plutôt royal. Alors que le soleil s'empresse de se glisser derrière la montagne, les espoirs de capturer s'amaigrissent de minute en minute. Bah, c'est pas toujours tout beau tout rose en général. Surtout un été, il y a plus de journées où on loue pour voir. Il n'y a pas de chamois qui rentrent dans le piège plutôt que des journées où ils y rentrent. Donc forcément, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'attente. C'est de la persévérance plutôt même, parce qu'il faut y aller des fois le matin, des fois le soir, et y aller assez régulièrement. Essayer de maximiser le plus de chances possible pour réussir à attraper. Mais qui sont les chamois, au fait? Le chamois est un mammifère de la famille des bovidés. C'est un ruminant qui, comme les vaches, mange puis s'allonge pour digérer son repas. Le chamois a des cornes qui poussent toute sa vie. Jusqu'à 1 an, c'est un chevreau. Ses cornes poussent très peu la première année. Jusqu'à 2 ans, c'est un éterle pour la femelle et un éterlot pour le mâle. C'est l'année où leurs cornes poussent le plus vite de leur vie. Ensuite, après 2 ans, quand les cornes dépassent leurs oreilles, ils deviennent adultes. Ces dernières nous permettent également de connaître le sexe de l'animal. Les femelles, ou chèvres, ont des cornes qui tendent vers l'arrière, alors que les mâles, ou boucs, eux, ont des cornes qui reviennent vers l'intérieur. Les femelles mettent bas au début du mois de mai. La période de reproduction, elle, ne devrait pas tarder à commencer. C'est sous un soleil anormalement plombant de début novembre, alors que les araignées tissent leur toile sur la terre fraîchement retournée, que la période de rude débute dans la carrière. C'est à ce moment que les individus de la harde tentent de se reproduire. Tous ont revêtu leur manteau d'hiver. Éterle et éterlou restent à distance et observent. Et les tensions commencent donc entre les différents mâles en âge de se reproduire. Les plus vieux chassent les plus jeunes pour rester dominants au sein du groupe. Mais les jeunes, avides de pouvoir se reproduire, testent également les plus anciens pour prouver leur bravoure. Celui-là fait des allers-retours incessants, comme pour protéger une femelle cachée dans le recoin de la falaise. Des courses s'entament donc pour chasser les indésirables.
Un nouveau arrive alors pour tenter de se frotter au mâle le plus dominant. Tous patientent, à l'affût d'un mouvement d'un des autres mâles. Ils se défient du regard. Le nouveau venu profite alors d'une distraction d'un autre jeune pour tenter d'approcher la femelle. Il est vite repoussé par le mâle plus vieux et plus expérimenté. La victoire semble donc être là. Le mâle fait comprendre à la femelle qui souhaite se reproduire après tant d'efforts. Mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas pour aujourd'hui. La femelle part et laisse bredouille son cavalier. Il devra recommencer à prouver sa supériorité pour espérer pouvoir attirer une femelle à nouveau. Et ce soir-là, la chance va enfin sourire à Théo et son équipe. Une femelle semble s'approcher du piège, attirée par le bloc de sel installé au centre de celui-ci. Elle est vachement craintive hein, parce qu'à chaque fois elle lèche la pierre à sel, d'un coup elle relève la tête vite pour regarder. Donc il faut juste qu'elle se calme un peu et après dès qu'elle se pose un petit peu, qu'elle lèche un peu plus, on déclenchera. Ok, BD fait le nœud et tu peux y aller quand tu veux. Parce que là elle est bien comme il faut, elle lèche la pierre à sel. Donc quand tu veux. Ok, bah je tire, dis-moi si elle est dedans. Ok. C'est bon, elle est dedans, tu peux monter. Tout le filet est tombé comme il faut. Elle est prise. Essaye de la sortir. Attends, la deuxième patte. Attends. Elle bouge pas. La coucher derrière. Ouais, tac. Là. Comme c'est une femelle donc adulte, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les jeunes animaux à équiper. Donc là on va juste lui mettre un collier visuel et après lui mettre une boucle auriculaire, un petit prélèvement génétique et après on la relâche immédiatement pour essayer de faire le moins de manip possible. Tac. Alors tout à l'heure j'ai mesuré aussi avec le mètre ruban le tour de cou, donc la taille du cou, la longueur des cornes aussi. Ça permet d'avoir des mesures biométriques pour connaître un petit peu aussi la dynamique de population et plusieurs relevés scientifiques aussi. Donc en fait c'est un petit tube d'échantillon et ça permet avec le scalpel de récupérer un tout petit bout de prélèvement, donc ça fait 2 mm de diamètre. Et en fait on récupère un petit bout d'oreille, donc ça s'appelle un punch à oreille. Et on le récupère, ça permettrait de connaître la diversité génétique après. C'est tout bon. Hop là, tac. Hop. C'est tout bon. Et on va mettre la boucle après, oreille gauche. C'est bon. C'est 26. Boucle 26, ouais. Hop. Attends, enlève ta main juste de gauche. Hop, comme ça, c'est bon, on était. Hop, on va lui remettre juste l'œil. Ok. Femelle de 5 ans. Tu peux voir, je regarde juste tétine.
Une fois libéré, l'animal peut désormais être identifié. On sait donc où il a été capturé et on peut donc connaître son déplacement s'il est observé ailleurs. Aujourd'hui, on utilise le piège au filet tombant. D'abord parce qu'en fait, il est ultra sélectif. On est dans un point d'observation où on regarde les animaux qui rentrent. Et donc, à partir de là, on peut déclencher uniquement sur du chamois et pas sur d'autres espèces. Donc, c'est l'avantage qu'il y a à ce piège-là. Et puis, le deuxième avantage qu'il a, c'est le plus gros, c'est qu'on peut capturer plusieurs animaux en même temps dans ce piège-là. Si cette étude de la dispersion dans le Puy-de-Dôme intéresse autant la Fédération de chasse, c'est par les dimensions qu'elle représente. En effet, lors d'observations précédentes sur d'autres massifs, la dispersion n'était que de quelques kilomètres. Les chamois n'avaient pas beaucoup de chemin à parcourir avant de trouver un autre territoire qui leur convenait. Dans la géographie de l'Auvergne, cette quête de nouveaux territoires est plus complexe. Certains individus ont donc été observés à plus de 100 km de leur dernier lieu de vie. Cette géographie, Emmanuelle Defive la connaît bien. Chercheuse enseignante à l'université Clermont-Auvergne en géomorphologie, elle nous explique le relief complexe de ce territoire. Le Massif central, c'est une vaste entité naturelle où affleurent de vieilles roches qu'on peut appeler roches du socle, mais qui correspondent à des granites et à d'autres roches plus ou moins associées, et qui correspondent aux roches formées dans les racines d'une vieille chaîne de montagnes qui existait à l'échelle de toute l'Europe de l'Ouest, de ce qu'est maintenant l'Europe de l'Ouest, il y a 350 millions d'années. Cette chaîne de montagnes a été complètement rabotée par le travail de l'érosion. Cette vaste topographie d'érosion, qu'on peut appeler aplanissement, a été ensuite perturbée par des mouvements tectoniques liés à la formation des Pyrénées, puis à la formation des Alpes. Le relief aujourd'hui ne correspond pas à un simple aplanissement. Pourquoi ? Parce qu'il est plus accidenté. On parle souvent à propos du Massif central d'un relief de haute terre. On a effectivement tout un tas de hauts plateaux qui culminent souvent à plus de 1000 mètres, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, et qui alternent avec des gorges et des bassins. Les cours d'eau qui se sont installés sur cette topographie ont pour diverses raisons commencé à s'encaisser verticalement, et en s'encaissant, ils ont évidé, fait disparaître, emporté vers l'aval tous les dépôts sédimentaires qui s'étaient accumulés dans les bassins. Avec l'originalité supplémentaire d'avoir connu une activité volcanique dans les 10-15 derniers millions d'années. Ce volcanisme, il va s'égrener et construire un certain nombre de provinces volcaniques jusqu'aux plus récentes, qui sont d'une part la chaîne des Puys, d'autre part du côté des confins Vivaro-Velave, c'est-à-dire le très haut bassin de la Loire et puis le très haut bassin de l'Ardèche. Cette activité volcanique, qui elle-même est liée à l'histoire que je viens de raconter, des bousculements tectoniques, liés à la formation des Alpes en particulier, il va former des petits reliefs postiches au-dessus de ces vastes topographies déjà largement entaillées par les cours d'eau. Donc c'est vraiment une originalité du Massif central d'avoir ces reliefs volcaniques postiches, parce que des vieilles roches rabotées par l'érosion, on en a ailleurs. Mais avec le volcanisme en plus, le Massif central, c'est ce qui fait une de ses originalités et de ses richesses. Nous avons donc un élément de réponse à pourquoi les chamois se déplacent si loin. La géographie particulière de petits reliefs éloignés les uns des autres forcerait donc les chamois à coloniser toujours plus loin. Voilà donc leur histoire, contée le plus habilement possible, au travers des saisons, des cornes qui poussent, des falaises escarpées,
où des petits allaitaient. S'installe en des lits provisoires dans un matelas de bouzolane. Il veille, en sécurité, loin de tout danger, loin de ces bipèdes étranges qui les regardent. Un havre de paix où il se déplace plus vite que l'on ne pourra jamais rêver. Frères et sœurs, familles entières, n'y survivent pas simplement, ils y vivent fièrement. Alors les jeunes grandiront, deviendront parents à leur tour, apprenant aux petits à explorer, grimper, à ne pas s'exposer aux dangers plus ou moins présents. Et ces mêmes petits décideront peut-être de partir à leur tour à la conquête de leur propre territoire, fonder leur propre colonie. Nous continuerons à les observer, à les admirer, sûrement ici, peut-être ailleurs. Cela n'a pas d'importance, ils seront toujours là. Les chamois ont donc encore beaucoup à nous apprendre, et ils n'ont pas fini de nous en mettre plein la vue.